Bonsoir, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue dans ce journal hebdomadaire que nous ouvrons avec le quartier Grand Standing situé dans la commune de Thiès-Ouest qui vit dans une insécurité totale. Un grand accident s'est produit dans ce quartier. 6 adolescents ont été blessés. Saliou Ndiaye, habitant du quartier, revient sur les circonstances de cet accident. Il est au micro de Ramatoulaye Cissé. C'est un phénomène quand même très grave parce que nous avons assisté quand même à un accident plus ou moins déplorable. Des enfants du quartier en moyenne d'âge de 15 à 5 ans ont été sévèrement attaqués, fauchés par une voiture qu'une petite fille de moins de 15 ans conduisait sans permis de conduire, d'après les informations. Assistés par un homme qui n'avait même pas de permis de conduire. Donc ils ont été fauchés d'une manière très sauvage. Les premières personnes qui ont assisté à ce drame ont été quand même choquées parce que les enfants étaient dans des conditions très déplorables. Et les premiers secours ont été organisés par les habitants du quartier parce que c'était le jour de Gamou. Les sapeurs-pompiers n'étaient pas mobilisables, ils étaient en déplacement. Donc nous avons passé plus ou moins 45 à 1 heure de temps sans secours. Et les enfants étaient dans une situation très critique, donc ils ont souffert. Et c'était vraiment déplorable. Et cette situation quand même nous pousse à alerter nos autorités à ce qu'ils prennent leurs responsabilités. Parce que c'est un phénomène récurrent. Il y a beaucoup de jeunes du quartier et des quartiers environnements qui prennent les véhicules de leurs parents et qui jouent avec. Et la voiture est une arme. Il faut arrêter ce phénomène. Et raison pour laquelle quand même nous disons que si les autorités ne prennent pas les responsabilités, nous allons nous organiser pour nous protéger nos familles, pour protéger nos enfants. Parce que nous n'allons pas attendre pour qu'il y ait mort d'hommes, pour qu'il y ait des morts d'enfants, pour que nous puissions s'organiser. Ce sera trop tard. Donc pour nous, l'heure est venue de se mobiliser, parce que nous avons lancé beaucoup de messages d'alerte. Face à l'insécurité qui sévit au quartier Grand Standing de Thiès, avec cet accident qui a fait 6 blessés, le maire de la commune, Alioune Sow, revient ici sur les circonstances de cet accident. Nous le suivons au micro de nos reporters de Prestige TV, Pape Thioune et Cherfal. Moi j'ai été agréablement surpris quand je suis allé à l'hôpital et j'ai eu l'information à travers mon frère Mam Saliou, comme je l'ai dit. On est en train de dresser le bilan de nos 7 ans de gestion pour pouvoir communiquer avec la presse et les populations thiessoises. Mais quand il m'a fait quand j'ai eu vent de l'accident, j'ai tout arrêté pour aller à l'hôpital. Et maintenant, arrivé à l'urgence, je ne pouvais même pas me retenir parce que j'avais vraiment les larmes aux yeux. Je ne pouvais pas voir ces enfants. Qui, en fait, je crois que les 4 ou 3 font la 3e, les autres sont âgés de 11 ans. Et ils jouaient sur un terrain de football qui les appartenait parce que c'est un terrain du quartier. Si on les avait même trouvés sur le goudron, là, on aurait peut-être reproché les enfants d'indiscipline ou quoi. Mais les uns étaient même assis sur un banc public et regardaient les autres jouer. Et d'après les explications, c'est une jeune fille qui était dans sa voiture. Avec un copain ou comment est-ce qu'on peut le qualifier, avec leur portable qui faisait qui se nommait ou ce qu'il faisait jusqu'à déraper, aller trouver les enfants dans l'aire de jeu et passer ignoblement sur eux. Et là, je crois vraiment qu'il y a des sanctions très 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 sévères à prendre par rapport à ça. On aurait compris que ça soit un accident peut-être involontaire, ça on peut comprendre. Mais être dans un véhicule et apprendre à conduire en pleine ville, je crois que là aussi il y a lieu de voir. Et vient s'y ajouter maintenant l'origine de la voiture. On voit maintenant que les gens, des fois dans les parkings, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais certains ne cherchent qu'à trouver de l'argent et les véhicules sont loués à gauche et à droite. Même des enfants qui n'ont pas le permis de conduire, qui se font prendre sous couvert par d'autres peut-être adultes très irresponsables. Et là, vraiment, il y a lieu d'en parler. Restituez-nous notre gare routière, c'est le cri de cœur de l'association pour le développement intégré de Diogo et environ, avec les populations. Elle a investi la rue pour réclamer haut et fort cette infrastructure déjà adoptée par les autorités locales. Biram Diop porte leur parole
Nous suivons au micro de Prestige TV. La population de Diogo de Kermateg et celle des villages environnants, nous écrivons et tenons informés de l'injustice notoire que nous sommes en train de vivre. En effet, la gare routière de Diogo, Kermateg, votée par le conseil rural de Dar Khoudos sous le magistère de Ndiagamatar, avec l'approbation de M. Falloufal, sous-préfet d'alors, est en train d'être construite injustement à Darou, Ndoye, par le maire Magor Khan avec l'appui financier de GCO. Pour rappel, le conseil rural de l'époque avait délibéré avec une majorité de 36 conseillers pour que cette infrastructure soit implantée à Diogo Kermateg. Vu sa position géographique, tandis que 5 conseillers ont voté contre le 14-16-2011. Sachant l'importance de cette infrastructure sur le plan sécuritaire et économique, nous vous demandons, monsieur, de nous restituer la gare routière dûment acquise depuis fort longtemps. Par conséquent, nous demandons aux responsables de GCO, particulièrement à monsieur le directeur des affaires sociales, l'arrêt immédiat de la construction de cette infrastructure à Darou. D'où la colère des populations. Et pour éviter toutes sortes de déflagrations populaires émanant de celle-ci, nous vous demandons d'agir dans l'immédiat que notre gare routière nous soit restituée. Dans l'attente d'une suite favorable à notre requête, veuillez agréer, monsieur l'expression de nos sentiments les plus distingués. La réaction des chauffeurs ne s'est pas fait attendre. La gare routière devrait être à Darou Ndoye, clament les chauffeurs par la voix de leur secrétaire général, Alioune Bar, que nous suivons au micro de Prestige TV. Ce que les gens ont dit, nous en tant que chauffeurs, en tant que regroupement des chauffeurs de transport en commun, nous ne sommes pas absolument d'accord avec eux. Parce que là, cette place que nous sommes aujourd'hui, elle a été octroyée par la mairie de Dar Khoudos avec les coordinateurs de la GCO. Aujourd'hui, ils ont fait un appel d'offres. Ils ont donné le marché à un monsieur qui s'appelle Chefal qui habite à Mbor. On a déjà demandé la gare routière. Je pense que s'il y avait litige, la GCO n'aurait pas pris son argent pour investir une gare routière de telle surface avec beaucoup de millions. Donc, nous appelons les autorités compétentes, y compris la GCO, qui est le partenaire potentiel de venir éclaircir ces choses. Nous ne sommes pas pour la localité de Diogo qui vont en train de manipuler les gens pour que la gare soit à Kermateg. Nous disons non et nous disons non. Le gars qui est à la tête actuellement de cette marche, c'est un imam qui habite à Diogo, mais il vit à Dakar. Il vit à Dakar, il vit constamment à Diogo. Arrivé à Diogo, il ne fait ici que 2 jours ou une journée, il rentre à Dakar. Donc ce gars-là, il ne peut pas savoir les réalités qui sont ici à Diogo. Il ne peut pas savoir. Donc nous disons non aujourd'hui. Et ceux qui sont derrière lui, nous disons non et nous disons non jusqu'à la fin. Nous voulons que la gare soit implantée ici à Darou et je pense très bien que la gare restera ici intacte. La déclaration à l'état civil est un acte pour chaque individu, un acte citoyen. Cependant, certains parents négligent cet acte citoyen. Ainsi, l'association J'existe, en partenariat avec l'association des Badianougor et des acteurs communautaires, ont organisé une caravane pour sensibiliser la population dans ce sens. La déclaration des enfants est un acte citoyen. Abuja porte leur parole et revient ici sur l'importance de l'état civil. Je vous propose de le suivre. Depuis hier, nous avons entamé une caravane de sensibilisation, d'information en plus et d'échange avec la population de la commune de Thiès-Est. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Thiès-Nord et demain, nous serons dans la commune de Thiès-Ouest. Et cette caravane se déroule comme suit. Nous passons de poste de santé en poste de santé. De temps à autre, nous passons dans les maisons comme chez le délégué de quartier. Nous échangeons des informations et répondons aux questions avec les populations.
Et là, à partir de 16h, nous serons à la promenade des Thiessois pour faire des séances d'information et des séances de prise de contact avec la population et d'information concernant ceux qui n'ont pas d'extrait de naissance, ceux qui ont des déclarations tardives, ceux qui n'en ont pas, ça veut dire ceux qui n'ont pas visité l'état civil pour pouvoir bénéficier des extraits de naissance pour avoir une suivi dans comme on appelle leur circuit scolaire, parce que certains enfants attendent jusqu'à l'âge de faire l'entrée en 6e ou le COP pour pouvoir essayer d'avoir des extraits. Et cette faute revient aux parents, parce que quand on regarde bien comment ça se passe, la population s'occupe bien du jour du baptême, font le maximum pour que la cérémonie se passe bien, mais oublie le centre d'intérêt qui est l'enfant. Ça veut dire que l'enfant doit être déclaré à 1 mois 15 jours, jusqu'à 1 an. Au-delà de 1 mois, 1 an du moins, l'enfant doit faire le tout pour avoir ce qu'on appelle un jugement de naissance. Un projet d'appui à la résilience des ménages vulnérables pour la commune de Morolan. Le maire a présidé la réunion d'information du PAREM destiné à soutenir le plan de relance économique et sociale à travers le renforcement de la résilience des familles vulnérables. Le financement de ce projet a été rendu possible grâce à la coopération italienne. Awa Sow est la coordinatrice. Elle est au micro de Ahmadou Bambali. Je vous propose de la suivre. PAREM, c'est le projet d'appui à la résilience des ménages et groupes vulnérables. C'est un projet qui a été mis en place par le gouvernement du Sénégal avec l'appui de la coopération italienne. Donc c'est un projet qui appuie le Sénégal dans le cadre du programme de résilience économique et sociale. Et le projet est logé au niveau de la cellule de suivi des projets et programmes du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. En fait, aujourd'hui, on est venu, c'est suite au CDD qu'on a organisé hier à Tivaouane, où il y avait les représentants de tous les chefs de service, les acteurs, les maires concernés, parce que dans le département de Tivaouane, c'est la commune de Morolan et la commune de Pekes qui ont été choisis, suivant un long processus. Donc, nous avons utilisé plusieurs outils pour faire le choix des régions d'abord, le choix des départements, le choix des communes, avec l'appui des chefs de service. Nous avons utilisé la cartographie Covid, l'indice multidimensionnel de la pauvreté. Tous ces aspects-là nous ont conduits à Morolan, dans le département de Tivaouane, Morolan et commune de Pekes. Voilà, exactement. En tout cas, nos cibles, c'est les ménages pauvres. Les ménages pauvres, au sein du ménage, nous ciblons la femme. Et nous allons travailler aujourd'hui après la présentation du projet, parce que nous avons présenté, vous venez juste de présenter le projet, nous allons travailler sur les critères de choix des ménages. Et le choix de ces ménages doit être fait par les acteurs de la commune, les Badjangour, les APDC, sur la supervision des chefs de service. C'est le choix de 250 sur la base des RNU et des listes complémentaires. Donc nos cibles dans un premier temps, c'est vraiment les ménages pauvres et vulnérables, et les groupes vulnérables. Parce qu'en fait, nous allons mettre en place ce qu'on appelle les fonds de résilience, dotés de 20 millions. 2 millions de francs CFA que nous allons mettre dans chaque commune, avec une contribution quand même de la commune. Le maire de la commune de Morolan a pour sa part, à travers ce projet, magnifié l'excellence de la coopération sénégalo-italienne. Un projet qui vient à son heure. Selon Yves Laminsis, le maire de la commune de Morolan, je vous propose de le suivre. Il est au micro de Ahmadou Bambali. Oui, PAREM, je pense qu'à son heure, mais un peu trop tard aussi. Voilà, je pense quand même que la Covid quand même s'est déclarée depuis longtemps. Mais je pense quand même, nous allons quand même rendre grâce à Dieu, mais aussi remercier le ministère pour avoir conçu un projet pour accompagner les familles vulnérables. Nous ne cesserons de remercier vraiment le président de la République, mais aussi le ministère en charge qui s'occupe des femmes, des questions des femmes, pour un projet de ce genre.
Je disais tout un peu tard, mais quand même, mieux vaut tard que jamais. Le projet est venu et nous pensons que nous allons tout faire pour que ce projet réussisse à Morlan. Nous remercions aussi le préfet du département Tivaouane et tous les sous-préfets, particulièrement le sous-préfet de Pambal, mais aussi tous les services techniques, les chefs de services techniques qui ont eu à choisir la commune de Morlan parmi les 18. Je pense que ça c'est une bonne chose pour nous, nous en sommes fiers, mais aussi c'est vraiment c'est aussi un travail que nous devons tout faire pour que le projet réussisse. Ça, je pense que, en tout cas, nous ne ménagerons aucun effort pour la réussite de ce projet en accompagnant le projet. Je pense qu'on va davantage subventionner. Nous n'allons pas aussi laisser le seul ministère subventionner, mais la commune aussi va contribuer à ce fonds pour qu'il y ait beaucoup plus de personnes. Parce qu'on a parlé de 250 ménages, mais on pourrait augmenter le nombre de ménages en augmentant le financement de 20 millions. Je pense que la commune de Morlan, chaque année déjà, financer les handicapés pour chaque année au moins 1 million, 2 millions. Chaque année, on finance les femmes pour 5 millions. Donc si on ajoute à ce fonds, on espère qu'on pourra atteindre beaucoup plus de ménages. Et on va vraiment, la résilience dont on parle, on va l'atteindre parce qu'il ne sert à rien d'attendre. Il faut que chacun s'y mette pour que le Sénégal émerge. S'asseoir autour d'une table et discuter pour aller à l'assaut de toutes les collectivités de Thiès est la seule solution. Ce qui est clair, c'est que les rapports ont changé. Ce sont les propos de Abdou Mbow, membre de l'APR. Il est au micro de nos reporters. Nous le suivons. Il fait cette déclaration. Thiès, il faut comprendre que les rapports de force ont changé. Et dès lors que les rapports de force changent, il faudrait impérativement s'asseoir autour d'une table pour échanger. Et nous invitons tous les responsables de Benno comme de Rewmi. Aujourd'hui, tout le monde est là. Je voudrais dire à l'endroit des populations que nous sommes aujourd'hui plus que jamais engagés, déterminés à aller à l'assaut de toutes les collectivités de Thiès. Je veux bien dire Benno Bokk Yakaar et l'Alliance pour la République. Nous ne pouvons pas hier dire que nous croyons au président Macky Sall et revenir aujourd'hui ici pour nous délire. Nous serions des hommes inconstants. Je voudrais juste dire que Benno Bokk Yakaar, l'Alliance pour la République, laisse plus que jamais debout ici au niveau de la commune de Thiès. Les rapports de force dans cette ville ont changé et il faut que les gens le comprennent. Les 3 élections qui se sont succédées à Thiès, les 2 ont été gagnées par Benno Bokk Yakaar. Nous avons quitté un pourcentage de 7% en 2012 pour aujourd'hui atteindre 40%. Cela est dû à l'engagement des jeunes, à l'engagement des femmes, au travail des sages, mais avec l'éclairage de notre coordonnateur départemental Augustin Tine pour avoir ces résultats dans le département de Thiès, mais aujourd'hui dans la commune. Nous parlons des locales 2022. Thierno Alassane Sall, officiellement investi pour briguer la mairie de Thiès-Ville. Le président de la République des Valeurs l'a déclaré ce week-end après avoir dénoncé la gestion foncière calamiteuse de l'équipe sortante. Thierno Alassane Sall, que je vous propose de suivre après cette conférence de presse, il est au micro de nos reporters Ndeye Awa Sarr, Ramatoulaye Cissé, Moussa Mbaye. La ville de Thiès, comme je le dis, sombre dans une léthargie et d'une médiocrité qu'on peut constater tous. Or, la médiocrité est mon adversaire principal. Nous, Africains, nous devons, plus que les autres, cultiver l'excellence et vouloir l'excellence parce que nous avons un immense retard à rattraper. Contre les politiciens de métier, porteurs de médiocrité, comme le coronavirus porte la Covid,
et les aventuriers, vous avez une candidature sérieuse d'un homme qui met l'intérêt général au-dessus de tout, d'un homme qui ne vous a jamais menti, d'un homme qui ne vous a jamais trahi, d'un homme qui n'a jamais caché, qu'on accuse de n'être pas un politicien, parce qu'il n'a jamais eu deux pensées. L'une pour le public et l'autre pour lui-même. Nous allons impulser la mobilisation nationale. Nous pouvons inventer des cités propres et dynamiques par la mise en place de projets collectifs, par la création de l'un commun. Réumgor est l'ardente obligation, le mot d'ordre. Nous n'avons pas le choix, nous devons nous battre. Alors, battons-nous avec ardeur et foi. Battons-nous pour nos couleurs. Battons-nous pour nos villes, pour nos communes, pour nos villages. Battons-nous pour l'espoir. Et ce ne sera pas inutile. Et nous ouvrons la page de l'actualité nationale. Trafic de faux passeports diplomatiques. L'Assemblée nationale s'est réunie pour désigner le comité ad hoc. Fatou Karagay, round-up de l'actualité nationale. Démarrons l'actualité nationale par la douane sénégalaise, plus précisément la brigade maritime des douanes de Foundiougne qui a encore frappé avec une importante saisie de médicaments prohibés dans les îles du Saloum. En effet, une saisie d'une valeur 165 000 millions de nos francs a été effectuée dimanche dans une pirogue par les agents de la brigade maritime de Foundiougne lors d'une patrouille. Après une course-poursuite, les trafiquants ont réussi à prendre la poudre d'escampette, mais les éléments de ladite brigade ont réussi à mettre la main sur les marchandises prohibées. Et puis, 336 000 doses de vaccin COVID-19 Johnson & Johnson à injection unique ont été offertes par les États-Unis au Sénégal par le biais de l'initiative COVAX. Cela porte 638 000 le nombre de doses de vaccin COVID-19 fournies au Sénégal, y compris les 302 400 doses du vaccin Johnson & Johnson précédemment offertes. Et enfin, ce vendredi, l'Assemblée nationale a procédé à la ratification de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de la levée de l'immunité parlementaire des deux députés cités dans l'affaire du supposé trafic de passeports diplomatiques et de visas. Il s'agit de Cheikh Abdou Mbacké, Mame Diarra Fam, Aïmirou Gningue, Adji Diarra Mergane, Dié Madiaïba, Pape Biram Touré, Sira Ndiaye, Morkan Ndiaye, Djibril War, Cheikh Seck et Marème Soda Ndiaye. C'était tout pour l'actualité que nous vous avons concoctée. La page internationale Mali, le chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, a été neutralisé par Berkane. Ramatoulaye Sissé pour le round-up de la page internationale. Nous démarrons l'actualité internationale au Mali. L'état-major de l'armée française a annoncé la neutralisation de Nasser Al-Tergi, qui jouissait d'une notoriété importante au sein du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans proches d'Al-Qaïda. Son élimination intervient au moment même où le régime de Bamako annonce avoir mandaté la principale institution religieuse musulmane du Mali afin qu'elle négocie avec le groupe terroriste. Nasser Al-Tergi était un cadre de premier plan du GSIM, numéro 2 de la Katiba du Gourmand Serment et chef de celle du Gourmand. Sa réputation dans la pose d'engins explosifs improvisés n'était plus à faire. On continue avec l'Haïti. Les 17 citoyens américains et canadiens kidnappés samedi à l'est de la capitale haïtienne pourraient être exécutés. Joseph Wilson, le chef du gang ayant enlevé le groupe, a émis sa menace dans une vidéo tournée mercredi 20 octobre et partagée jeudi sur les réseaux sociaux. On
terminer l'actualité internationale par la conférence internationale sur le thème justice pour les crimes internationaux, enjeux et stratégies en Afrique de l'Ouest et ailleurs, se tiendra à Dakar à partir de lundi, a-t-on appris auprès des organisateurs. Cette rencontre de 2 jours est organisée par la Fondation Wayamo et le Programme pour la promotion de l'Est de droit en Afrique subsaharienne de la Fondation Corad Adinoe. C'était tout pour l'actualité internationale. Classement FIFA en sport, le Sénégal domine toujours l'Afrique et l'Est sur le toit au classement. Ndeye Coumba Fall pour cette page d'actualité sportive. L'actualité sportive est dominée par le Sénégal qui conserve son rang de première nation africaine et reste 20e au classement mondial de la FIFA pour le mois d'octobre. Vainqueur de ses 2 derniers matchs éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, le Sénégal dirige le classement africain devant la Tunisie, 2e Afrique, 27e mondial, le Maroc, 3e Afrique, 29e mondial, l'Algérie, 4e Afrique, 30e mondial et le Nigeria, 5e Afrique, 36e mondial. Si le classement n'évolue pas d'ici la fin des éliminatoires du mondial 2022, ces 5 premiers pays s'éviteront lors des barrages qualificatifs pour le mondial 2022. En attendant, seuls le Maroc et le Sénégal sont qualifiés pour ces barrages avec un bilan de 4 victoires en 4 sorties. Nous apprenons qu'après l'ancien arrière droit de l'équipe nationale du Sénégal, Omar Daf, actuel entraîneur du FC Sochaux, Ligue 2 française, un autre ancien de la tanière et du championnat de France, Habib Beye, est en passe de trouver ses marques sur les bancs d'un club français. Habib Beye, qui a réussi sa conversion de consultant sur les antennes de la chaîne française Canal+, a été confirmé comme entraîneur du Red Star, où il assurait l'intérim depuis 1 mois. Habib Beye, qui a joué au RC Starbourg et à Marseille, a trouvé un accord avec le club situé en région parisienne pour devenir son coach principal. Terminons par le parquet qui a requis jeudi 21 octobre à Versailles 10 mois de prison avec sursis et 75 000 € d'amende contre Karim Benzema, poursuivi pour complicité de tentative de chantage dans l'affaire de la sextape, dont la victime présumée est son ancien coéquipier en équipe de France, Mathieu Valbuena, contre les 4 autres prévenus poursuivis dans cette affaire pour tentative de chantage. Le ministère public a requis des peines allant de 18 mois de prison avec sursis à 4 ans de prison. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Ndeye Coumba Fall. Ceci met fin à ce journal hebdomadaire que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Passez un très bon week-end. Au revoir.